J'allais dire, je suis un fils du BTP. Je suis un fils du BTP parce que je suis un fils de maçon. Je suis qu'un ingénieur d'opérette et un architecte de bricolage. Et je dois tout aux entrepreneurs du bâtiment. J'ai tout appris avec eux. J'ai fait des écoles d'ingénieur de merde, des écoles d'architecture de merde. Pour me sortir de ce système-là, il a fallu que je me remémore mes souvenirs d'enfance sur les chantiers de mon père. Je voyais entre la barade de chez le chantier, il était chez le chantier, ensuite des HLM, le ferrailleur qui était devant la porte, c'était une armoire à glace, et moi je me baladais à l'âge de 10 ans. Il y avait les coffrages tunnels à l'époque, je me baladais dans la structure en béton. Je passais d'une cage à une autre en enjambant le vide, c'était inouï, tu vois. Les gamins de 10 ans, ça va sur les chantiers, c'était normal. Il n'y a pas de casque, il n'y avait rien. Donc j'ai gardé des odeurs, une mémoire de ça, et puis surtout un lien très fraternel avec le monde du bâtiment. Voilà. Et je me souviens de mon père qui rentrait à midi, parce qu'il n'y avait pas la cantine. Il rentrait puis il gueulait contre l'architecte. Il était connard. Il gueulait contre son patron, il gueulait contre tout le monde, il râlait. Tu vois, c'est l'italien, tu vois, il râlait, l'italo-français. Ça, c'est une maison. La longueur de la maison égale à la longueur de la piscine, la hauteur de la maison égale à la profondeur de la piscine, la largeur de la maison égale à la largeur de la piscine. C'est du genre, je me répète, j'ai pas d'idée. Ça m'intéresse, l'idée d'absence d'idée. Ça, c'est les prototypes. Ça, c'est les dessins. Et alors, quand j'avais fait le dessin, comme ça, la perspective, le client était très content, etc. Et puis après je mets des poteaux. Quand il voit que je fais pas méga les bruits, il me dit c'est quoi ça? Je dis ben, il faut bien tenir, toi, tu te fous de ma gueule, escroc, gangster, tu vas venir un projet sans poteau. Donc il a fallu que je me démerde, faire une voiture sans poteau. Avec quand même 7,80 m de porte-à-faux. Et comme vous le verrez, 3 cm en bout. Et surtout, on est en béton fibré ultra performant et c'est totalement imperméable. C'était expérimental qu'on avait fait ça. Et je suis connu pour faire des bâtiments pas chers. Pas chers parce que j'essaie de travailler au minimum. Et on m'a demandé de dessiner les sièges, il fallait que je sois créatif. Donc j'ai supprimé les accoudoirs, comme ça fait moins mal. La grande révolution, vous voyez, c'est dans l'économie des moyens. Dans l'économie des moyens. Éviter le bitume, par exemple. Ça, c'est une grande révolution environnementale. Ça, c'est le Mucem, vous voyez Mucem, c'est à l'entrée du pont de Marseille, c'est en bas. Hein. Les dessins d'origine, c'est un projet que je dessinais en 2002. Il a 15 ans. À l'époque où je le dessinais, on ne savait pas le réaliser. Alors, le maître d'ouvrage, de suite, que je lui ai dit, il dit alors, vous savez faire tout ça? Je dis oui, faites-moi confiance. En réalité, pour arriver à des résultats pareils, il faut beaucoup travailler dans la transversalité des savoirs. C'est un chantier sur lequel il y avait 30% d'ingénieurs. Sur 100 personnes sur site, il y avait 30 ingénieurs. Incroyable. C'est là que se situent les véritables mutations professionnelles. Pour réduire l'empreinte environnementale, réduire les coûts, il faut davantage d'intelligence. Pour réduire le consumérisme. La réponse, ce n'est pas le consumérisme. Je pense qu'il faut refuser, je le disais à la table, la dépendance technologique. Il faut pratiquer même la désobéissance technologique pour avancer. Sur ce chantier, nous l'avons pratiqué 13 fois, puisqu'il y a 13 ATEX. Quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un ATEX? C'est ce que c'est un ATEX. Vous en faites un sur un chantier, c'est déjà panique à bord. Hein. 13, parce que ça peut rouvrir le débat sur le prix. Évidemment, ça défait, ça dénoue la contractualité du marché. On a fait 13. Regardez bien cette passerelle. Vous voyez bien qu'elle a un élancement atypique. Et c'est en fait une voûte. On croit que c'est une poutre qui travaille en flexion. En fait, c'est une voûte qui travaille en compression, avec des voussoirs, assemblés par post-contrainte. Il y a 13 ingénieurs pour l'identifier. Je vous passe les ingénieurs généralistes, des etc., mais aussi celui qui fait des études de modélisation aéroélastique, celui qui fait des études en soufflerie, puis celui qui transforme les résultats des études en soufflerie en physique des solides, l'ingénieur pour les amortisseurs de masse accordée, etc., etc., etc. Elle a coûté 1 million d'euros cette passerelle, elle fait 130 mètres. C'est raisonnable. C'est raisonnable.
C'est très ingénieur pour l'identifier, pour la défendre, et 6 ouvriers pour la réaliser. Ça, c'est Freycinet. Vous savez, Eugène Freycinet, début du XXe siècle, vous avez entendu parler. Il y a Dieu, juste à côté, il y a Eugène Freycinet. C'est que du béton. C'est un projet qui, je vous en parlais, présidente, c'est un projet qui a reçu, qui est très sentimentalisé par le public. Pourquoi est-ce qu'il est très sentimentalisé? Parce que je pense qu'il parle de la culture du travail et de l'effort. Parce qu'il est dans une porosité spatiale autant qu'imaginaire. Parce que les gens qui viennent là, si vous les interviewez avant d'arriver, qu'est-ce que vous pensez du béton? Ils vont vous dire c'est laid, le béton, il y en a, c'est vilain. Parce qu'ils ressentent, ils sont émus, ils sont touchés, parce qu'ils sentent la mémoire des travailleurs. Et sur mes chantiers, je fais en sorte de protéger tous les gens. Parce que l'architecte a le défaut d'être un lâche. S'il veut réformer sa posture, s'il veut avoir encore une crédibilité demain, il faut qu'il se transforme en combattant. Parce que je suis un architecte paranoïaque. Pourquoi? Parce que la transformation du réel est un processus extrêmement anxiogène, qui nous positionne dans la difficulté existentielle. C'est le propre même de ce métier que nous partageons, la difficulté existentielle. On ne part de rien pour arriver à tout. C'est quand même fabuleux ce métier que nous faisons. Je le dis de suite, c'est toute la gloire du métier que nous ferons ensemble. D'arriver à construire une narration. On le voit ici dans l'horizon métaphysique de la Méditerranée, renvoie également la narration du récit constructif, du lyrisme constructif. Pour moi, ces ouvrages transpirent le savoir de tout le monde. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que le savoir des autres soit protégé, et de mettre tout le monde au boulot, mais pas de manière coercitive, mais avec tendresse, avec plaisir. C'est très important pour moi que les gens soient heureux dans le travail qu'on fait ensemble. Il faut cesser immédiatement d'insulter le monde du BTP. Oui. C'est le monde du BTP qui tire l'économie française vers le haut. Ce sont les 200 filières de formation d'ingénieurs en France qui créent le succès de l'économie française, qui résiste, malgré vent et marée, contre la violence d'une situation internationale, et qui crée des emplois. Le BTP crée des emplois. Que ça plaise ou pas, il faut bien l'entendre. C'est pas la bureaucratie post-fasciste qui crée des emplois utiles au bien commun. Donc, pourquoi je travaille ce matériel, ce matériau? Pourquoi je suis dans le béton? Oui, c'est une obsession politique, économique et sociale, parce que le béton n'est pas un matériau spéculatif. Tous les pays du monde produisent leur béton. Tous les territoires en France produisent leur béton. D'ailleurs, la source, les centrales, toujours maximum à 30 km de chantier, en moyenne. Grand maximum. On est d'accord? Non? Pas d'accord avec ça? Si. Bon. Ce qui veut dire quoi? Qu'il y a une répartition territoriale du bassin de production et donc une porosité économique. Que ce n'est pas un système spéculatif qui est maqué. Et lorsqu'on fait des ouvrages sophistiqués comme ça, il y a beaucoup de métiers, énormément de métiers différents. Et la défense de ces métiers permet de continuer à renouveler une mémoire du travail. Une mémoire du travail qui elle-même fabrique une cohésion économique et sociale. On n'est pas entrepreneur du bâtiment tout seul. On est entrepreneur du bâtiment avec une chaîne de savoir périphérique colossale. Vous vous rendez compte le nombre d'expertise qu'il faut pour faire un bâtiment? Vous savez que sur un bâtiment comme ça, il y a 6000 pages de calcul. Rien que pour les verticaux. Et il y a peut-être à l'arrivée 3000, 4000 documents validés. Là, dans les fiches techniques, des plans d'exé, dans le calcul. C'est délirant. Bon. C'est sûr, Marseille, c'est le bazar. Hein. Je suis patron, moi aussi, un cabinet de 30 personnes. Au village, je ne suis pas un architecte de cours, je suis plutôt un architecte
de combat, je veux dire, de travail sur le réel. Et je suis un architecte, vous voyez, je n'en n'importe quel architecte, bonne feignasse. Et c'est quoi? Je suis architecte minimaliste. Tu es minimaliste parce que tu ne veux pas travailler. Tu es conceptuel parce que tu n'as pas d'idée. Tu es dans la déconstruction parce que tu es posé. Là, vous voyez avoir une relation amoureuse avec madame, avec un bon frère qui va vous dire voulez-vous qu'on passe une nuit, une relation amoureuse minimaliste, conceptuelle. La seule manière pour moi d'éviter de tomber dans le cynisme, c'est de rire. De rire de tout. De rire aussi pour essayer de retrouver une narration. Voilà. Ça, c'est un projet qui parle au ciel. C'est le projet de Louvre à Paris. C'est l'aide muséale, c'est le département des arts de l'islam. Oui. Belle couverture. Vous avez vu le département des arts de l'islam, le Louvre, non? Non, vous n'avez pas le temps d'aller au musée. Avec, regardez bien, la couverture de Hugues Dutton, ingénieur, avec un intrados, un extrados qui ne sont pas parallèles. C'est qui va lui donner toute son élégance, sa performance. On a creusé sous l'aile de la rue, c'était un truc de fou, on était très profond, vous voyez. On a creusé sous l'aile de la rue également, en locaux occupés. Et on creuse, on a creusé jusqu'à 9 mètres sous la Seine. Ça, c'est le coffrage de l'escalier. Regardez bien. Alors, ça ne se voit pas sur la photo, mais on a un PH. À le contreplaqué, on a un système à double courbure. Vous voyez, et c'est un escalier coffré toute face vue. On envoie le béton par injection. Voilà, on décoffre. Et voilà ce que ça donne. Et vous voyez, un escalier comme ça, moi j'ai travaillé 1 heure pour le penser. Il y a 3 mois de travail pour le réaliser. Et les gens nous disaient Marissotti, c'est compliqué, c'est trop long, l'escalier, mettez un escalier préfabriqué. Je dis, mets-le-toi l'escalier préfabriqué. Fais-le, l'escalier préfabriqué. Et donc, je suis arrivé à faire ça. Je suis très très fier des gens qui ont fait ça. Des coffreurs, des ferrailleurs, des bosseurs, béton, injecté par la base, pour chasser les bulles au sommet. Vous avez compris, c'est moulé toute face vue, c'est-à-dire la paillasse, le garde-corps, le dessus, l'intérieur, les marches, contre-marches. Vous imaginez le travail de ferraillage. Mais mets-toi à genoux devant les maçons qui font ça. Un peu de respect quand même, non? Voilà. C'est eux qui savent tout. Comment tu installes le ferraillage dans un ouvrage comme ça, qu'on ne voit pas les cales, par exemple? Alors, les arts de l'islam, c'est un art de miniature. Les objets très... L'échelle de document, c'est très très fine. De sorte que l'acier ressemble à du verre, le verre ressemble à du textile, le bois ressemble à du cuir. Il y a des glissements sémantiques dans les matériaux assez incroyables. Ça, c'est le musée Cocteau à Menton. C'est le trait délié de Jean Cocteau, c'est La Belle et la Bête. Là aussi, un grand travail de maçon. Grand travail de maçon. C'était Vinci, c'était Dumès qui a fait ça. C'est pas un gros chantier, mais je trouve ça fascinant que des grosses entreprises nationales s'intéressent aux petits chantiers. Et pourquoi ils s'intéressent aux petits chantiers d'après vous? C'est pas pour faire du bénéfice, c'est pour faire de l'image. Il y a des acquisitions de connaissances. Parce que là, le béton, on va bien, le béton, il a la même couleur à la verticale qu'à l'horizontale. Et pourtant, je peux vous dire que c'est toute l'épaisseur du plancher n'est pas en béton blanc. Démerdez-vous pour savoir comment on a fait. Ça, c'est le stade Jambouin, pardon. Ça, j'ai un Vietcong à l'agence. J'ai jamais vu, c'est parce que c'est le rugby, il n'a jamais compris, donc il m'a sorti ça. J'ai dit, mais c'est pas un jardin, tu vois. Je dis, moi, je sais pas. Là, on voit la résolution géométrique de la couverture, c'est par triangulation. Ce document, j'aime bien parce qu'il montre qu'on a traité la couverture comme un système de montagne, une topographie, pour gérer les écoulements hydrauliques. Parce que l'eau, il faut l'enlever. C'était assez compliqué. On est passé dans le vrai budget opération.
D'ailleurs, le directeur général des services techniques de la ville de Paris flippait, il me disait, monsieur Ricciotti, vous n'avez pas un plan B? Il n'y a pas de plan B. Ça fait courir. Il était fou, il s'est mordé les ongles et tout, puis on est passé à des prix. Et pourquoi on est passé à des prix? Parce qu'avec le béton, on fait tout. On fait structure principale, structure secondaire, enveloppe, imperméabilité, etc. Il y a deux épopées de l'histoire du béton armé. Le Parc des Princes, c'est le début de la vraie contrainte. Dans des ouvrages, pas d'art, mais des ouvrages qui ne sont pas des ponts ou des viaducs. Donc c'est évidemment le génie de Bouygues, à cette époque-là. Et là, on a une autre épopée dans l'histoire du béton, avec des bétons non armés, mais juste à la base de fibre. C'est facile, les architectes font les malins, on font des maquettes. Et après, il faut que l'entreprise de le faire. Hein? Et qui sont les héros là-dedans? Regardez bien, le phénomène des verres. Ne serait-ce que les phénomènes de dilatation. C'est-à-dire le linéaire en haut et 25 à 30% de plus que le linéaire au sol. Au sol, on est encastré. En tête, on n'est pas. Vous imaginez le problème de dilatation que ça soulève. Et donc les conséquences sur le ferraillage. Et qui c'est qui sauve la mise? C'est les maçons. Chefs de chantier. Sur les projets, je veux parler des chefs de chantier. Ils ont des solutions, plein de problèmes. Vous savez, je vais te dire, au bout de 35 ans d'exercice professionnel, 35, 36, je suis abasourdi par le monde du BTP. Et je vous le dis en toute humilité, je le dis, je leur dois tout, je crois que je ne m'arrêterai pas de travailler, parce que c'est mon limite, les gens du bâtiment. Ils me fascinent. J'ai rien assez bossé, je pourrais avoir droit à la retraite à 63 ans, tu vois, mais moi, ils me rendent fou. C'est nos limites. Même les plâtriers s'y mettent. Regardez bien, c'est mieux. C'est faire des plaques de plâtre standard. C'est hallucinant. Tu mets le nez dessus, tu cherches une erreur, tu ne la vois pas. Tu vois que ça a été coulé sur place. Si vous croyez que vous allez tout sous-traiter pour être le moins exposé au problème de vos propres responsabilités, c'est-à-dire celle de la qualité des ouvrages exécutés, puis celle des délais tenus, puis celle du coût des fournitures contrôlées, en disant plus je sous-traite, moins je suis emmerdé. Et si je suis emmerdé par le sous-traitant, je le martyrise. Mais vous allez disparaître. Vous allez disparaître. Voilà, quand vous aurez tué tout le monde, vous allez disparaître. D'accord? Et moi, je vous encourage à intégrer les savoir-faire. C'est-à-dire que vous devez être propriétaire de vos recherches, de vos développements, de vos savoir-faire. Et surtout pas distribuer la connaissance et l'information en dehors de l'entreprise. Non.